Bienvenue au tout nouvel épisode de Parler sans fin, le podcast de Moisson Montréal, un podcast présenté par Amazon. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Michel Racine, bénévole régulier à Moisson Montréal depuis maintenant 20 ans, et Ève Archambault, gestionnaire de compte chez Compugène, qui organise des activités de bénévolat corporatif à Moisson Montréal depuis plus de 10 ans. Michel, Ève, merci beaucoup d'avoir accepté de venir aujourd'hui au podcast Parler sans fin. C'est vraiment très apprécié. Michel, ça fait 20 ans que tu es bénévole à Moisson Montréal. Tu as cumulé 2240 heures de bénévolat depuis 2020. Qu'est-ce qui te pousse à revenir comme ça depuis 20 ans à Moisson Montréal? Qu'est-ce qui t'a motivé au départ à venir ici? Bien, d'abord, j'aimerais ça faire une précision. Ça fait 20 ans, oui. Par contre, c'est pas mal en dents de scie, dans le sens que j'étais sans emploi pendant un petit bout de temps, dans le milieu des années 2004-2005 environ. Alors, j'étais venu faire du temps un peu, essayer de comprendre comment ça marchait. Ça m'intriguait un peu, puis j'avais du temps, alors j'avais décidé que j'essayerais. Et puis là, je me suis trouvé un emploi, fait que veux pas, ma fréquence a diminué beaucoup. En fait, elle a carrément arrêté. Puis c'est vers 2016-2017 que j'ai recommencé vraiment à me réintéresser, à avoir un peu de temps pour moi. Puis j'avais gardé un bon souvenir parce que il me semble que ce qui arrive ici, c'est tellement important d'aider les gens qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire. Et puis aussi, il y a tellement de besogne à faire ici pour que ça se rende finalement aux gens qui en ont besoin. C'est que les gens pensent que quand on vient ici, on distribue la nourriture aux gens qui en ont besoin, mais c'est pas ça. On distribue aux organismes qui, eux, le distribuent. Alors, il faut qu'il y ait quand même une manutention assez importante qui a lieu. Puis c'est dans des volumes qui sont aussi assez importants. C'est pas un sac de ci puis une boîte de ça. C'est à coup de palette puis à coup de conteneur. Alors, c'est pas mal. C'est assez impressionnant quand on sait pas trop comment ça marche. Alors, c'est ça qui m'avait attiré jusqu'à un certain point. C'est un peu ce qui va en arrière de la distribution. Puis aussi, la générosité des gens. Moi, la majorité, on va dire, la moitié des raisons qui m'amènent ici, c'est la camaraderie que j'ai développée avec des collègues qu'on appelle comme moi des bénévoles réguliers. On vient pas mal tout le temps les mêmes jours. Dans mon cas, c'est de ce temps-ci, lundi, mercredi. On se revoit, on parle de nos familles, on fait des blagues. C'est agréable. Ça fait une très belle atmosphère de travail. Puis en même temps, ben c'est sûr que quand on quitte ici, on sait qu'on a fait quelque chose qui contribue énormément à aider beaucoup, puis qui est comment je dirais, qui est très apprécié. C'est clair que c'est apprécié. Ça te fait un petit velours. Ah, aucun doute. Un gros velours même. Un très gros velours. Sinon, on ne reviendrait pas. Les amis, on en a un peu partout dans toutes sortes de sphères d'activité. Mais ici, c'est sûr que le dénominateur commun, c'est clairement de l'insécurité alimentaire, puis essayer de contribuer un peu sans la diminuer parce qu'on n'a pas cet impact-là, mais au moins à rendre la qualité, à rendre la fraîcheur des produits la meilleure, si on veut, pour les gens qui en ont besoin à l'autre bout. Ève, chez Compugène, je dis comme il faut? Compugène. Chez Compugène, tu organises des groupes de bénévoles à Moisson Montréal depuis environ 2014. Tu rassembles des collègues, des clients environ 4-5 fois par année. Avec tes équipes, vous avez cumulé à peu près 1000 heures de bénévolat à Moisson Montréal là, depuis 2014. Qu'est-ce qui te motive à rassembler, à mobiliser autant de gens que ça depuis 10 ans? Oui. Nous, notre histoire Compugène avec Moisson Montréal a commencé en fait par une autre collègue qui, à une période des fêtes, a décidé qu'elle voulait ramasser des denrées pour amener à Moisson Montréal. Elle savait que c'était important, qu'il y avait des besoins. Et puis, elle a amené des boîtes au bureau, puis elle a ramassé des denrées, puis on a apporté ça en plusieurs voitures parce que ça prenait de la place. Oui. Et cette collègue-là a fait ça, je crois, pendant 2 ans. Puis, à un moment donné, elle avait moins de temps. Alors, j'ai dit, bon, moi, je vais prendre le relais de cette activité-là. Et en allant sur le site, j'ai réalisé qu'on pouvait collecter de l'argent, que ça aussi, c'était aussi important et que ça prenait moins d'espace dans les voitures pour amener, puis que ça avait tout autant d'impact. Donc, j'ai commencé ça et en même temps, j'ai vu qu'on pouvait s'impliquer pour du bénévolat. Moi, j'ai un garçon qui avait à cette époque-là, Vincent, à peu près 8-9 ans, un petit peu plus vieux. Puis, je me suis dit, c'est une façon, le bénévolat, je savais qu'on pouvait venir les fins de semaine. J'ai dit, on pourrait amener quelques collègues, nos enfants, les initier à l'importance de donner de leur temps. Parce que nos enfants n'ont pas d'argent, mais ils ont du temps.
Puis au lieu de jouer sur une console vidéo pendant quelques heures cette journée-là, on a dit venez donner du temps. Puis ça a créé aussi un événement familial. Alors ça a accroché les collègues immédiatement, dire oui, ça nous intéresse d'exposer nos enfants aux besoins, aux gens qui sont moins chanceux dans la vie. Mais en même temps, pas les exposer non plus trop violemment, parce que la misère, il y en a partout, mais faire leur part puis leur dire comment c'était important. Fait qu'on a fait ça pendant quelques années. Avec la COVID, avant la COVID, on venait, puis c'est ça qu'on parlait, l'avant et l'après-COVID, on venait une fois par année. Le samedi, c'était possible, au mois de décembre. Je pouvais avoir des gens de toutes les sphères de notre entreprise. On a des techniciens sur la route, on est en technologie de l'information, puis on a des gens qui servent nos clients et eux, la semaine, ne peuvent pas venir. Fait que la fin de semaine, ça faisait l'affaire de tous. On formait des groupes de 20 personnes à peu près, puis on avait beaucoup de plaisir. Et après COVID, ben là, on a commencé à venir plus qu'une fois par année parce qu'on n'avait plus la chance de venir la fin de semaine et à faire des plus petits groupes, mais plus souvent parce que les gens en vente, on a plus de liberté, flexibilité dans notre horaire. Alors, je pouvais pas avoir autant de gens, mais je pouvais en avoir peut-être plus souvent. Alors, c'est comme ça qu'on s'est transformé. Puis en jasant avec des clients, j'ai réalisé qu'il y a des entreprises qui donnent et qui paient des journées aux employés pour aller faire du bénévolat. Oui. Puis j'ai dit, ces clients-là ou ces amis-là, ils ont peut-être pas de groupe avec qui aller le faire, puis ils voudraient peut-être se joindre à nous. Puis c'était vraiment pas pour faire une promotion de notre entreprise. On ne fait pas sort pas les trompettes et tambours avec ça. Puis je leur ai offert. Puis il y a plusieurs clients qui ont répondu présent, qui ont dit, ben oui, on savait pas trop où aller, avec qui aller. Fait qu'ils se sont joints à nous, puis ça a été aussi, ça, une expérience extraordinaire. Puis des fois, ben j'ai moins de monde, fait que là, j'appelle mon frère, ma meilleure amie, la tante de mon conjoint. Puis ces gens-là sont toujours heureux de venir donner de leur temps. Puis une demi-journée, nous, on a adopté le vendredi. Ça permet aux gens de retourner au bureau l'après-midi, finir leur semaine. Donc, c'est vraiment une formule gagnante. C'est comme ça là, qu'on a fait notre petit bonhomme de chemin pendant les 10 dernières années. Puis pourquoi avoir choisi l'insécurité alimentaire précisément? Ben, je pense que ça... Écoute, pourquoi, je sais pas, mais c'est tombé sur cette cause-là parce que ça touche les gens. Ça touche autant les enfants, les familles. On se rend compte aussi maintenant que c'est pas seulement les gens sans emploi. Il y a des gens avec des emplois corrects, mais qui arrivent pas. Je sais pas. Je pense que c'est une cause qui nous touchait. Puis comme je te disais, elle nous permettait de sensibiliser d'abord nos enfants, mais sans rendre ça trop difficile, puis de pas être exposé nécessairement directement aux bénéficiaires, puis là, de les troubler. Tu sais, je pense que là, quand ils sont des jeunes adultes, c'est correct, là. Mais des enfants, c'était commencer à les amener tranquillement avec les valeurs, puis d'ancrer ça dans leurs valeurs, le bénévolat. Si je pouvais rebondir une seconde sur ce que... Ben oui, Michel. C'est que moi, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, de faire un groupe avec des amis et puis ma famille aussi, un samedi. Dans les mêmes temps que ce que tu décrivais tout à l'heure, Ève, là, novembre, décembre, là, c'est aléatoire. Là, c'est pas toutes les années que c'est possible de le faire, mais moi, on m'a donné l'occasion de le faire. Puis ça a été un événement. Tous les participants de ma famille ont adoré. Moi, j'ai adoré travailler avec eux aussi. Ils ont compris un petit peu plus qu'est-ce qu'il en était. Écoute, ils ont passé l'avant-midi à faire des sacs de patates. C'est pas ce qui est le plus excitant, mais c'est ce qu'il fallait faire. Ils ont compris, puis ils se mettent... Là, il y avait une petite compétition, il y avait un autre groupe qui était à côté de nous, puis on a eu un fun, là, vraiment, vraiment intéressant. Puis, alors, c'est pour ça que je pense que c'est une motivation, c'est de l'essayer. Quand tu l'essayes, tu veux revenir. Tu sais que tu as fait quelque chose de bien. Oui. Puis là, tu dis qu'il y avait une autre équipe à côté de toi qui était comme en compétition pour qui faisait le plus rapidement les sacs de patates? On n'était pas vraiment en compétition, mais veut pas, on se regardait. Puis c'était un groupe un peu comme un groupe que Ève peut mettre sur pied. C'est plutôt corporatif. Nous, c'était familial, les amis. Alors, on se relançait. La compétition s'installe. C'était tout dans la bonne humeur, évidemment. Oui. Mais là, tu dis que c'était pas compétitif, mais c'est qui a gagné, Michel? C'est clair que c'est nous autres. La prochaine question, c'est pour vous deux. On va commencer avec toi, Michel. Selon toi, c'est quoi l'importance du bénévolat dans un organisme comme Moisson Montréal? Ici, il y a tellement à faire que j'ai l'impression que pour des raisons de budget, j'imagine pour des raisons financières, c'est impossible d'avoir autant. Tu sais, ici, ça prend entre 80 et 100 personnes là, pour que ça roule à chaque jour. Puis il y a une équipe de quoi? Peut-être une dizaine sur le plancher qui sont des employés en bonne et due forme de Moisson Montréal. Alors, c'est quand même assez imposant. Puis c'est sûr que
on apporte une ardeur, on apporte une discipline à notre travail. On est efficace, là, parce que ça nous le tente. On veut vraiment faire ça. Alors, je pense que ça apporte à un moment donné aussi dans le contexte général de l'entreprise. J'ai l'impression que, bon, sans les bénévoles, c'est les intérêts, ils reviennent. Il y en a, en fait, de ce temps-ci, je ne me trompe pas, vous en refusez. Alors, Absolument. Alors, c'est un beau problème. Ça veut dire qu'à quelque part, vous faites quelque chose de bien là, pour qu'il y ait un intérêt de ce genre-là. Là. Tu as raison, Michel. Quand on a commencé à venir chez Moisson Montréal, je pouvais réserver un groupe un mois, 2 d'avance. Maintenant, je réserve mes 4 dates pour l'année, en début d'année, parce que si je m'y prends trop tard, on n'a pas la possibilité de venir. C'est complet. Donc, en effet, il y a un engouement. Et comme Michel, j'ai compris que ça prend entre 60, je pense, et 80 bénévoles par jour pour que Moisson Montréal là, puisse abattre le travail qu'ils ont à faire de façon journalière. Bien, s'il fallait payer tous ces gens-là, ça fait moins de sous, là. Puis le dollar là, qu'on donne, qui a un effet multiplicateur de 15, là, bien, il ne serait pas le même. Parce que les sous iraient à payer des gens, tout ça. Donc, je pense que les bénévoles sont tout à fait nécessaires. Puis, il faut que ça soit comme ça parce qu'on veut tous redonner le plus possible aux gens qui en ont besoin. C'est drôle parce que vous parlez de l'engouement, tu sais, vous essayez de réserver des dates et tout ça, c'est pris. C'est vraiment intéressant, puis c'est le fun pour Moisson Montréal, mais en même temps, ça en dit long, je trouve, sur la problématique liée à la sécurité alimentaire, parce que s'il y a des besoins qui sont aussi grands, c'est parce que la demande augmente tout le temps et tout ça. Fait que... c'est sûr qu'on ne veut pas se réjouir de donner à chaque année, c'est des années records de nombre de kilos de denrées qui ont été distribuées. Alors moi, je trouve ça c'est indécent. C'est ça. On est rendu, je suis à 20 millions de kilos, je ne me trompe pas, qu'on donne. Pas loin de ça. Ouais. Ça n'a pas de bon sens pour l'île de Montréal seulement. Il y a 2 millions d'habitants sur l'île de Montréal. Ça veut dire que chaque tête de pipe reçoit 10 kilos. C'est évidemment que pas tout le monde qui en reçoit, mais 10 kilos, d'après moi, c'est ce que tu achètes d'une semaine d'épicerie, ça. Probablement. Alors, on peut dire que chaque résident de l'île de Montréal a une semaine d'épicerie gratuite grâce à Moisson Montréal. Ça n'a pas de sens. C'est à quelque part, socialement, là, on a le train à débarquer. Là. Mais toi, Michel, tu es ici depuis 20 ans. As-tu vu des... Ben, oui, avec Andanti. As-tu vu des changements, justement, dans l'organisme, au niveau de la demande des bénéficiaires? Comment tu as vu Moisson Montréal évoluer au cours des 20 dernières années? Bien, je réfère un peu à ce que vous disiez tantôt au sujet de la fameuse pandémie. J'ai travaillé un peu avant la pandémie. Puis là, les gens arrivaient, puis c'était aux 2-3 semaines avec beaucoup des camions privés ou des familiales, des véhicules familiales, des choses comme ça qui venaient, puis ils ramassaient, bon an, mal an, chaque visite, ils ramassaient un peu ce qu'ils avaient besoin. Après, quand la pandémie a pris, écoute, c'était des cubes de 16 pieds puis 18 pieds qui rentrent tout le temps, puis c'est des gens qui viennent avec une dévotion, là. Ils rentrent, puis ils savent qu'ils n'ont pas tant de temps. Ils remplissent le camion au bouchon. Les bénévoles, on donne vraiment beaucoup d'efforts. La demande est tellement intense. Puis, ce qui est pire, c'est que souvent, les gens quittent. Et puis, si on en avait eu plus, ils n'auraient pris plus. Et j'ai l'impression que, aussi scandalisé qu'on est de dire 19-20 millions, ça pourrait être 22-23 si on mettait la main sur 22-23 millions de kilos de nourriture. Alors, où ça va arrêter? C'est ça. C'est quand est-ce que ça arrête? Moi, peut-être la transition que j'ai faite la plus tangible, si on veut, c'est quand j'ai commencé ici, les premières fois que je suis venu, dans ma tête, là, j'étais convaincu qu'il y a des individus qui faisaient une business de ça. J'étais convaincu qu'il y a des gens qui exagéraient, qui allaient dans les banques alimentaires, qui se nourrissaient là, ne pas avoir à payer à l'épicerie, puis dans le fond, il y aurait pu. Puis ça a pris quelques mois pour que je m'aperçoive que non, j'étais pas sur la bonne track, pas en tout, dans le sens que c'est quelque chose que tout le monde veut éviter. C'est pas valorisant, à quelque part, c'est insultant. Alors ça, ma philosophie a beaucoup changé. Alors c'est encore pire de dire que toute la nourriture qui sort d'ici est vraiment nécessitée par des gens qui sont pas nécessairement au chômage ou ils peuvent être dans une mauvaise passe. Et ça peut être le voisin, carrément ton voisin. Puis j'en vois beaucoup de bénévoles ici qui l'utilisent aussi, la banque alimentaire. Ils viennent, ils sont dans des situations, par exemple, les immigrants, là, les nouveaux arrivants. Souvent, en attendant le permis de travail, en attendant d'un peu régulariser leur situation, ils veulent contribuer. Ils viennent ici aider. Mais qui veut pas, sont des situations très pauvres, ces gens-là. Alors, à travers l'organisme où ils habitent,
je suis convaincu qu'il y a une bonne majorité qui utilise ce qui pacte ici. Alors, c'est intéressant de voir la chaîne, comment on peut vraiment avoir les mains dedans. C'est vraiment impressionnant. Bien, on a des employés qui ont commencé ici comme bénévoles et ensuite de ça, il y avait aussi des besoins d'aide alimentaire. On a fait plusieurs reportages là-dessus et là, maintenant, ils travaillent à Moisson Montréal. Fait que c'est intéressant lorsque tu parles de chaîne, Michel. Ève, on va y aller un peu avec toi. Comment les employés de Compugène réagissent à ces activités de bénévolat? Est-ce que tu vois un impact sur la culture de l'entreprise? Bien, en fait, je vois la culture de l'entreprise qui amène souvent un impact ici, dans le sens, moi, je ris toujours, à chaque fois que je suis avec des groupes, j'ai évidemment mes personnes que j'ai pas besoin de solliciter, ils lèvent la main, puis je peux compter sur eux à chaque fois. On est attaché à la hanche. Puis j'ai des gens qui c'est pas mal intentionné, mais qu'il faut toujours solliciter. Puis quand tu leur demandes, ils sont super contents, ils sont disponibles, mais je trouve que des fois, il manque encore un petit peu de réflexe pour venir me voir puis dire « Ah, Ève, c'est quand la prochaine fois? Faut que j'aille vers les gens. Puis c'est correct, on est tous super occupés, puis donc ça fait partie de mon... Mais ce que je veux dire, c'est que dans les activités de bénévolat, ce que je trouve magnifique, à chaque fois que je viens, c'est que des fois, on n'est pas toujours aux mêmes stations. Il y a des fois, on refait les mêmes. Mais quand on est à une station, le matin, on arrive, on est un peu désorganisé, tout le monde veut aider, mais on a trop... Tu sais, ça prend peut-être une demi-heure à trouver notre place. Et plus les heures avancent, plus on est efficace, on s'organise et on se réorganise pour essayer d'en faire le plus possible dans les heures où on est là. Donc, dans notre travail chez Compugène, ben on fait ça. Tu sais, on essaye de se réinventer, de faire les choses mieux, automatiser, moins d'efforts. Tu sais, je vois où ces compétences-là, ben on peut venir les appliquer ici dans un travail qui est tout très différent. Puis on a toujours le commentaire quand Compugène part, dire « Moi, on t'a dit que vous avez abattu l'ouvrage. Vous avez fait beaucoup, merci, puis tout ça. » Puis ça fait plaisir. Fait que c'est dans ce sens-là que je vois ça. Évidemment, les gens, je les sensibilise de plus en plus. Les gens, quand on fait des campagnes de financement, ben si les gens ne voient pas apparaître ça au même temps de l'année, ben les gens me le disent. Hey, on va-tu faire ça cette année? Va-tu avoir des activités? Va-tu faire des tirages? C'est dans l'idée des gens que Moisson Montréal, c'est une cause, puis ils s'informent de ce qui se passe. Mais ça prend quelqu'un qui est comme le nœud de tout ça. Puis là, moi, j'ai pris cette responsabilité-là pour le moment. J'ai un collègue qui m'appuie. Peut-être qu'avec les prochaines années, parce que je rajeunis pas moi non plus, ben il va prendre le lead. Mais ouais, je pense que ça prend quand même quelqu'un qui est le noyau. Mais tu sais, chaque personne qui vient ici apprend sur l'organisme puis a la chance d'en parler dans son entourage. Ouais. Souvent, les gens apprennent, les gens sont surpris. Moi, l'image de l'avion là, qui passe là, avec qui représente le nombre de denrées gaspillées chaque jour, ça parle tellement, ça. Donc, je suis toujours fière quand les gens, après ça, sortent d'ici, puis on a appris quelque chose, puis hey, on va en parler à notre entourage, puis on va peut-être essayer d'organiser des groupes avec nos enfants, puis nos familles, nos amis aussi. Donc, la clé, c'est d'avoir un leader, finalement, qui... Je pense que oui. Ben oui, ça prend ça. Ça prend quelqu'un là, qui garde toujours ça dans l'idée des gens. Ouais. Compugène a choisi d'acheter des produits hygiéniques. Oui. Donc, vous aviez du savon, pâte à dents, vous aviez aussi du dentifrice, je l'ai dit, savon, dentifrice, shampoing, brosse à dents, oui, c'est ça. Donc, vous aviez plusieurs éléments, vous avez fait des trousses et puis vous avez distribué ça là, on a rapporté ça ici aux pour que bénéficiaires. ça soit distribué. Ouais, c'est ça, aux bénéficiaires, nos organismes. Selon toi, là, pourquoi c'est si important d'offrir des produits comme ça d'hygiène en plus de la nourriture? Bien, écoute, c'est des produits qui coûtent cher. C'est de première nécessité aussi, c'est comme le logement, la nourriture. Les produits d'hygiène, il faut que tu en aies pour rester en santé aussi. Si tu peux pas maintenir tes dents, puis tu n'as plus de dents, puis tout ça va engendrer des problèmes de santé. Fait que l'hygiène, c'est super important. J'ai réalisé, j'avais participé à une campagne il y a quelques années ici où ils ramassaient des denrées pour les enfants, les bébés, les couches, le lait maternel. Je me suis dit, mon Dieu, mais tu sais, les familles qui ont à choisir entre payer leur loyer, payer une épicerie, acheter ces produits-là parce qu'ils en ont besoin pour leur santé, mais ça coûte tellement cher. Alors, ça m'a sensibilisée de dire, ben oui, la nourriture, c'est important, mais les produits aussi d'hygiène, aussi importants. Donc là, c'était un petit premier effort, puis on a sorti cette activité-là de bénévolat puis pour monter les kits dans un événement client qu'on faisait annuellement pour remercier notre clientèle et tout ça. Une espèce de petit cocktail d'hiver ou des fêtes.
Puis on a dit, tiens, les gens qui peuvent pas venir chez Moisson, ben là, ils vont être là. Fait qu'on va les inviter 1 heure avant pour venir nous accompagner. Puis on a 3 ou 4 clients qui se sont joints à nous, puis on a monté 800 kits comme ça. Puis on a un transporteur, notre entreprise, on a des camions, fait qu'ils sont venus ramasser les boîtes, puis livrer ça le lendemain matin ici. Alors ça, c'était une première initiative, mais je réalise comment ces produits-là, là, ça coûte cher, puis c'est nécessaire. Fait que, Tu l'as réalisé à ce moment-là? Oui, je l'ai réalisé, puis c'est pas moi qui ai eu cette idée-là. Honnêtement, je sais pas qui a eu l'idée chez nous, mais j'ai trouvé ça génial. Puis, ouais, on a tous réalisé que c'était tout aussi important que l'alimentaire. Donc, si c'est pas toi qui as eu l'idée, ça veut dire qu'il y a d'autres leaders qui, tranquillement, pas vite, se forment. Ou c'est peut-être notre belle Marion qui a semé une graine. Faudrait que je m'informe, honnêtement. La prochaine question est pour vous deux. On va commencer avec toi, Michel. As-tu un souvenir marquant ou touchant d'un moment, d'une journée de bénévolat à Moisson Montréal ou autre? Bien, en fait, j'en ai 2. OK. J'ai fait allusion à la première tout à l'heure quand j'ai fait la fameuse journée le samedi matin avec ma famille et mes amis. Oui. Et ça a vraiment touché une corde sensible, là. Eux étaient dévoués. En même temps, ça les a mis en contact avec ce qu'est Moisson Montréal, qu'est-ce que ça fait, la grandeur, comme j'expliquais tantôt, l'immensité de l'opération. Quand les gens pensent que c'est une banque alimentaire, là, c'est grand, là, c'est plus grand qu'une épicerie. Alors, c'est très impressionnant pour ça. Le deuxième est plus personnel. En pleine pandémie, j'ai eu la chance de rencontrer un chef de famille d'une famille d'émigrés, des Nigériens, qui était fraîchement arrivé au Canada. Et c'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure. Le type s'appelle Lanray, c'est son prénom. Et il était venu parce qu'il y avait du temps, il attendait. Il y avait deux jeunes enfants, alors la femme restait au foyer avec les enfants. En attendant son permis de travail, lui avait décidé qu'il venait contribuer à Moisson Montréal et puis à contribuer à la société finalement. Et je l'avais rencontré, puis c'était évidemment un Nigérien qui parlait nigérien et un peu d'anglais. Et puis là, dans ce temps-là, c'était cocasse parce qu'on avait des masques, on avait des shields, des écrans. Lui, en plus, portait des lunettes. Alors, j'avais beaucoup de misère à le comprendre. Puis il y a quelqu'un sur le plancher, un employé, qui me l'avait donné un peu comme, on va dire, comme mon oncle, pour me le former à ce que je faisais. Alors, il y avait besoin de communication là, tout le temps, moi et lui. Puis on se comprenait pas. Là, on voyait qu'on se parlait, là, puis je voyais dans ses lunettes embuées qu'il ne comprenait pas. Puis quand il me répondait, je le faisais répéter 3 fois. C'était cocasse, mais on est devenus des sacrés bons amis. Puis on s'est rencontrés familialement avec ses enfants sont venus chez nous, on s'est rencontrés quelques fois. Sa situation s'est régularisée. Il y a un bon emploi. Ses enfants sont québécois, ils sont francophones dans le système scolaire. Ça, pour moi, là, c'est des relations qu'on fait. Puis c'est juste ici que j'aurais pu faire ça. Puis c'est pour moi le highlight, finalement, de ma carrière chez Moisson Montréal. Il n'y a pas de doute, ça. Ouais. Et toi, de ton côté? Écoute, il y en a plein de moments touchants. Puis il y a surtout eu des belles rencontres qui n'avaient pas été planifiées. Une des rencontres, c'est en 2013. Je me souviens très bien, on avait un VP chez nous qui combattait un cancer, qui est malheureusement décédé au début de 2013 d'une pneumonie. Son système immunitaire était à plat, puis bon, la maladie l'a emporté. Et cette même année-là, on est venu faire du bénévolat à la période des fêtes, novembre ou décembre. Puis, des fois, quand on n'est pas, on est à une station où on a besoin de beaucoup de gens, bien, le groupe de Compugène n'est pas suffisant. Alors, on nous attache à d'autres compagnies ou souvent des parents qui viennent avec les enfants qui doivent faire du bénévolat pour l'école. Et on s'est retrouvé avec une dame et sa fille. Puis, on commence l'heure de notre bénévolat. Puis, après 1 heure, on se rend compte que c'est la belle-fille de notre VP des ventes qui est avec nous, qui a été dans notre équipe. C'était pas planifié. Personne ne savait ça. Puis là, j'ai regardé au ciel, puis j'ai dit, mon Dieu, Gilbert, qui croyait beaucoup, tu sais, qui avait un grand cœur, puis qui était toujours là pour autrui et tout ça. J'ai dit, pour moi, là, il nous a envoyé sa belle-fille puis sa fille. Il savait qu'elle venait cette journée-là, puis il s'est assuré qu'on était ensemble. Puis ça a créé un beau moment et beaucoup de frissons pour toute l'équipe. Mais aussi, c'est ça, beaucoup de parents ou d'enfants qui viennent parce qu'ils doivent faire du bénévolat à l'école. Puis les jeunes, à la fin de la session où ils ont été jumelés avec nous remercient, tu sais, parce que on était incertains, un peu craintifs, un peu gênés, puis on les a amenés là, dans l'équipe, on les a fait sentir bien, puis jamais... Tu sais, on a l'impression que des fois, la jeunesse est un peu fainéante, pas toujours motivée, tout ça, c'est pas le cas. Toujours de la belle jeunesse qui vient ici. Puis quand tu les intègres, puis tu les fais sentir importants, ben écoute, ça crée une chimie incroyable. Fait que c'est tous ces petits moments-là, dans le fond, là, qui font que
font des bons souvenirs là, de moissons. Puis encore d'autres à créer, je suis certaine, pour les prochaines années. C'est intéressant ce que tu dis par rapport aux jeunes parce que là, présentement, c'est la semaine de relâche et à Moisson Montréal, on n'arrête pas de recevoir des groupes de jeunes toute la semaine. Donc, oui, il faut éviter de généraliser là, des fois. Là. Tout à fait. Pensez-vous, une autre question pour vous deux, pensez-vous que le public est suffisamment sensibilisé actuellement face aux enjeux en lien avec la sécurité alimentaire ou le gaspillage alimentaire? Michel? Je ne veux pas être négatif, mais je pense pas. Pas encore Ouais, assez. je pense que nous, évidemment, on l'est, nous le sommes parce qu'on est dedans et on comprend vraiment qu'est-ce que c'est que de jeter de la nourriture. Ici, on fait hyper attention, on étire le plus qu'on peut. Puis, moi, je vois beaucoup de mes voisins là, que leur poubelle est pleine à chaque semaine. Puis, c'est un couple. Tu sais, ça marche pas, là. Mais c'est ça, c'est pas facile. Il faut pas être moralisateur non plus. Mm-hmm. Mais à quelque part, je pense qu'il y a encore un petit peu de travail de sensibilisation qui pourrait être fait sur ça, maximiser, si on veut, la consommation de ce qu'on achète. Au lieu de couper court, puis c'est passé date. Ou du passé date, il y en a beaucoup ici, puis c'est tout très bon, là. Alors... Puis ça serait quoi la solution, selon toi? Sensibiliser, je sais pas, les réseaux sociaux, un peu les pubs télé, ça parle pas aux jeunes, les jeunes n'écoutent pas la télé. C'est pas facile, cette question. C'est vraiment pas facile. En fait, je pense que quelque part, l'économie va faire en sorte que les gens vont faire plus attention un peu à ce qu'ils consomment, puis comment ils le consomment, puis le gaspiller, parce que le panier d'épicerie coûte de plus en plus cher, puis tout coûte plus cher. Alors, les gens vont peut-être être plus sensibilisés à faire attention, puis à, comme je disais, maximiser un peu l'utilisation de ce qu'ils achètent. De ton côté, Ève? Bien, je suis pas mal d'accord avec toi. Je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés plus au gaspillage alimentaire. Tu sais, dans les épiceries, on commence à voir aussi là, des chariots. J'ai ça, moi, dans mon épicerie à Sainte-Julie, des chariots avec des produits qui sont, tu sais, peut-être qui s'en viennent là, sur la fin, mais qui sont encore bons, puis qu'on peut acheter puis cuisiner. Donc, je pense que l'épicerie commence à faire un bon travail avec les applications aussi pour aller chercher ces produits-là, réserver ces produits-là. Les sécurités alimentaires, je sais pas. Les nouvelles, je pense qu'ils commencent à nous sensibiliser aussi de plus en plus. Puis comme tu dis, on va dans les épiceries puis ça coûte de plus en plus cher. Fait qu'on en a de moins en moins pour notre budget. Nous, on est encore capable de fonctionner avec ça, mais il y a plein de gens pour qui c'est un méchant problème, là. Ils en ont de moins en moins pour leur budget. Je pense qu'il y a encore, moi aussi, malheureusement, beaucoup de travail à faire. Moi, j'ai un garçon, je sais pas comment c'est arrivé, honnêtement, mais j'ai un conjoint qui cuisine très bien, mieux que moi même. Et puis, mon garçon a cet ADN-là. Il s'est intéressé à la cuisine. Il a peut-être commencé il y a 2-3 ans. Il voulait faire attention à ce qu'il mangeait. On était sur un mode rapide où des fois, oui, on a tendance à acheter des plats préparés, tout ça. Puis lui, il voulait faire attention à son alimentation. Fait qu'il a commencé à s'intéresser à ça et à cuisiner. Puis des fois, il arrive à la maison, c'est lui qui fait le souper, puis tout ça. Puis, écoute, il passe tout ce qu'il y a dans le frigo. Il déteste quand on jette quelque chose. Puis un soir, on n'a pas le goût de manger ça. Il dit, faut le manger parce que demain, ce sera plus bon. Et qu'il dit, on se force, on y va. Fait que là, il nous fait quelque chose avec ça. Fait que ça, on est chanceux, c'est pas dans toutes les familles, mais je pense que ça aussi, faut que les jeunes, faut que ça revienne, je sais pas comment, mais les cours de cuisine, les sensibiliser, les intéresser à la cuisine. Juste ça va faire que dans leur propre maison, le gaspillage alimentaire va être moindre. Mais oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on est déjà beaucoup plus avancé qu'il y a bien des années. Puis vous, est-ce que vous avez adopté des habitudes personnelles contre le gaspillage alimentaire? Mon fils. Oui, ton fils. C'est mon âme secrète. Mais oui, on essaie d'acheter moins. Nous autres, on va souvent à l'épicerie. Fait qu'on, on n'achète pas nécessairement en gros format. Puis là, à un moment donné, on est préacheté parce que là, c'est passé date. J'essaie de congeler. Je me suis acheté une machine sous vide aussi. Fait que des fois, je fais blanchir des choses, je mets ça au congélateur. Puis bon, c'est pas parfait encore. Des fois, ça m'arrive Mais c'est des petites initiatives comme ça. Puis je pense que si tout le monde fait sa petite part, puis des fois, on dit ça fait pas de différence. Puis là, on met ça au compost ou on met ça... Mais je pense que si chacun fait sa part, c'est la force, c'est la somme de tous ces efforts-là qui fait vraiment
C'est sûr que différence. chez nous, on est très sensibilisés Oui. aussi. Puis ma conjointe est extraordinaire à ce niveau-là. Même quand les fruits commencent, des fois, il y a un coin qui commence à pourrir, on le coupe, on mange le reste du fruit. On fait bien attention. C'est sûr qu'on est... Évidemment que mon application ici est pour quelque chose, mais je pense qu'elle, dans ses gènes, c'est comme ça aussi. Alors, puis je suis sûr que mes enfants sont pareils. Ils sont excellents à faire attention à ça. On est rendu à la question qui tue. Ouf. Oh non. Oui, À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour maximiser l'impact de Moisson Montréal dans la lutte contre la faim? Michel, on va commencer avec toi. Bien, j'en parlais un peu tantôt. C'est pas la responsabilité de Moisson Montréal, mais il faudrait diminuer les besoins. Il faudrait que socialement, qu'on se réveille puis peut-être qu'on aide un peu plus les gens qui sont dans des problèmes temporaires, finalement, entre deux emplois ou qui perdent leur emploi, qu'on ait une espèce d'assistance qui fait en sorte qu'on s'en occupe un peu mieux parce que en s'en occupant mal, on met de la pression sur un organisme comme Moisson Montréal. On rajoute à ces gens-là le poids de l'insuccès, si on veut, au niveau financier, puis au niveau de juste nourrir sa famille. Je pense qu'il est pas mal plus là, le problème. Je pense qu'en somme toute, Moisson Montréal a une note excellente, là, beaucoup plus que la note de passage pour appuyer la population qui est dans le pétrin. Mais je pense que c'est plus vraiment de s'attarder, de trouver une façon peut-être au niveau social de diminuer. C'est pas à Moisson Montréal de faire ça, je crois pas. Je me trompe pas, mais je crois que je me trompe pas, mais les organismes communautaires étaient là pour venir appuyer avant. Maintenant, c'est comme la norme. C'est ces gens-là, c'est ces organismes-là comme Moisson Montréal maintenant qui ont toute la responsabilité sur leurs épaules d'aider le communautaire, la communauté avec les besoins. Et c'est pas normal. Puis, ces organismes-là, de plus en plus, ils coulent, là. Ils n'ont pas assez à l'interne non plus de gens pour aider. Ils ont de plus en plus de demandes. Ils viennent ici à chaque semaine ou presque. 300 organismes ici d'une semaine, c'est beaucoup, là. C'est 60 camions par jour. Ça, c'est au bouchon, là. On remplit les camions là, plein. Alors, puis ils reviennent la semaine suivante. Alors, bon sang, ça n'a pas de sens. C'est trop. Mais c'est une question importante, mais je ne sais pas vraiment comment y répondre. Je pense que vous en faites déjà énormément, beaucoup. C'est pas juste sur vos épaules. Le gouvernement en fait aussi beaucoup, mais je pense qu'il compte beaucoup sur les organismes comme vous, beaucoup trop. Alors, je ne sais pas c'est quoi la solution, honnêtement. En terminant, parce qu'il va falloir se quitter, mais oui. Déjà, qu'est-ce que le bénévolat vous a appris sur vous-même? Comment est-ce que ça vous a transformé en tant qu'individu? Michel, on va commencer avec toi. Je sais pas si ça m'a transformé tant que ça. C'est sûr que c'est la cause, je pense, qui nous... tu sais, je disais ça avec une amie il y a quelques années. On réfléchissait là-dessus, c'était dans le contexte de notre activité. Puis, on devient un peu addict au bénévolat. Quand on commence à en faire, là, on voit que ça aide, on voit qu'on est apprécié. Comme je disais tantôt, on se forme un petit noyau d'amis, puis un petit côté social qui est vraiment agréable. Puis moi, physiquement, ma job est dure. Là. Je suis planché pas mal, puis il y a beaucoup de... Je marche énormément, puis je lève des poids, des choses comme ça. Alors, veux pas, ça me garde en forme aussi. Cet aspect-là qui est important pour moi aussi, parce que ça me garde relativement en santé. Physiquement et mentalement. Absolument. Tu as parfaitement raison. Oui. Alors, je sais pas si c'est le bénévolat en lui-même ou le fait de venir ici qui fait ça, mais c'est sûr que moi, je suis accroché. Là, je viens avec plaisir tout le temps. J'arrive à le sourire aux lèvres, puis quand je pars, quand on parlait au début tantôt, gros velours. C'est sûr que ça fait du bien. Moi, je n'avais pas réalisé, mais avant la COVID. Mais pendant la COVID, à un moment donné, on n'a pas pu venir. Puis j'ai réalisé que ça me manquait, justement, de voir des collègues dans un cadre autre, ou des amis dans un cadre autre que la vie professionnelle. Alors, quand on a pu recommencer à faire du bénévolat, tout de suite, j'ai embarqué. Puis c'est ça que ça fait, moi. Ça me permet de déconnecter, de faire quelque chose de valorisant en dehors de ma vie professionnelle, parce que ma vie professionnelle, elle me définit énormément. Et je vois la retraite arriver. Je suis peut-être à 10 ans de ma retraite, puis je me dis, faut pas que ma vie professionnelle, ça soit juste ça. Puis là, quand je vais arriver à ma retraite, je suis pas prête à autre chose. Fait que ça, je trouve que ça m'amène à faire autre chose, à commencer à penser que c'est quelque chose que je vais pouvoir inscrire aussi à ma retraite davantage. Tu sais, dans notre vie, on a eu notre vie où on a nos enfants, on n'a pas eu beaucoup de temps. Après ça, on arrive à une vie où nos enfants sont assez vieux, il faut s'occuper de nos parents.
Je n'ai plus mes parents, fait que là, j'ai du temps pour faire autre chose. Alors, c'est ça que ça m'amène. Ça me permet de me déconnecter puis de penser juste à faire quelque chose de bon puis de valorisant pendant quelques heures. Puis ça fait du bien. C'est clair que tantôt, je faisais référence à ce qu'ils appellent les bénévoles réguliers. C'est clair que la majorité des bénévoles réguliers, c'est des retraités. Mhm. On a tous un certain âge. On a la chance d'être encore dans une santé qui nous permet d'être actifs physiquement. Il y a toutes sortes de choses à faire ici qui sont plus ou moins demandantes physiquement, mais alors, je pense que ça aide le bénévolat à trouver la balance, justement, que tu ne travailles plus. Parce que moi, j'avais un job assez, pas mal de pression à l'époque. Mhm. Puis c'est le fun, ça donne une balance un peu entre des loisirs que tu peux faire, ce que tu as toujours voulu faire, que tu te promets, puis avec aussi contribuer à la société, en donner un peu. Parce que c'est sûr que c'est un gros cliché, là, mais on est chanceux, on a été choyés par la vie, on en redonne. Mais je pense que la balance entre les deux est très importante quand on va à la retraite. Puis il faut prévoir ça un peu. Je peux donner un conseil, il faut que tu prévois ça. Michel, Ève, merci beaucoup d'avoir pris un moment pour venir avec nous aujourd'hui à Parler sans fin. C'est vraiment très apprécié. Merci non seulement d'avoir été là, mais merci aussi au nom de toute Moisson Montréal pour qu'est-ce que vous faites pour la communauté. C'est vraiment très apprécié. Michel, on va te laisser aller continuer ton bénévolat parce que là, ta dose... J'ai pas fini. T'as pas fini ta dose, là. Ça s'en vient. T'as besoin de ça. Donc, merci beaucoup et... Ça a été un plaisir. Merci à toi. À la prochaine. Merci. Et voilà, c'est tout pour un autre épisode de Parler sans fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous avez aimé l'épisode? N'hésitez pas à partager en grand nombre à vos proches et on se revoit très bientôt.